Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau cas clinique, c'est l'épisode numéro 34. N'hésitez pas bien sûr à aller voir les précédents, et nous on est parti. Alors on est parti loin de l'hôpital à domicile. Vous intervenez pour une dame de 90 ans et en fait la famille appelle pour un trouble de la conscience. Alors vous la retrouvez, elle est au fauteuil allongée avec une couverture et ses habits habituels. Et vous trouvez que les extrémités sont cyanosées, pâles, les extrémités sont très froides. La respiration est calme à 10 par minute. Et la patiente vous regarde. Alors pour cette première question, je rajouterai quelques détails, puisqu'en fait, je vous ai dit, elle vous regarde, elle suit du regard, vous ne percevez pas de pouls radial. Et la famille est un peu stupéfaite, elle ne rapporte pas d'antécédents, comme bien souvent, et la patiente ne prendrait pas de traitement. Dans cette situation, quelle est votre première impression? Proposition A, un arrêt cardiaque. B, un coma profond. C, une détresse respiratoire. D, une détresse circulatoire. Ou E, tout est faux. Je vous laisse faire pause et je vais vous donner là où les bonnes réponses. Alors, les bonnes réponses, c'était la détresse respiratoire et circulatoire. Alors, l'arrêt cardiaque, non, la patiente n'est pas comateuse, elle n'est pas inconsciente et elle respire. Coma profond, non. Alors, le coma se mesure, on utilise l'échelle de Glasgow, elle a été pensée en tout cas pour le pronostic des traumatisés crâniens. Et selon l'échelle du Glasgow, on parle de traumatisés crâniens léger, modéré à sévère. Alors un coma profond, ça sous-entendrait qu'il y a des comas plus légers, ce qui est une erreur grammaticale, plus ou moins fausse, on pourrait la discuter. Alors revenons par contre sur la détresse respiratoire et circulatoire. Donc circulatoire, ça paraît évident, vous ne percevez pas de pouls radial. Elle a en plus les extrémités cyanosées, pâles et froides. Donc ça paraît relativement évident qu'il y a un trouble circulatoire, une hypotension vraisemblable. Si vous n'avez pas de pouls radial, ça veut dire que la tension systolique est globalement inférieure à 70. Et si vous n'avez pas de pouls carotidien, c'est globalement inférieur à 50 mm de mercure. Pour la détresse respiratoire, la petite erreur, la petite difficulté, dirons-nous, c'est sur le fait qu'il n'y a pas de détresse respiratoire, comme on pourrait se l'imaginer avec une polypnée majeure, un balancement, etc. En revanche, la respiration comprend le phénomène d'oxygénation des cellules et c'est in fine ce que l'on constate chez cette patiente. Il y a un problème puisque elle est cyanosée, elle a les extrémités froides, il n'y a pas de pouls radial. Alors tout ça, correspond à une altération, non pas que de la ventilation, comme on pourrait l'entendre, mais aussi de la respiration. Le dernier point, c'est que effectivement, il faut faire la part des choses entre la ventilation pure et dure, entre guillemets, et puis la respiration de manière générale, qui inclut la ventilation. Pour la suite, vous ne percevez pas non plus de pouls carotidien. La tension est imprenable au brassard pour cette première mesure. La fréquence cardiaque est à 15 au scope et irrégulière. Saturation imprenable au doigt. La température mesurée à 29,5 degrés. Et un score de Glasgow coté à 9. Sans signe de focalisation avec des pupilles intermédiaires. Une auscultation libre, un abdomen souple sans autre atteinte cutanée évidente. Quelle prise en charge proposez-vous pour cette patiente? Alors, proposition A, un masque à haute concentration. B, de l'adrénaline, 0,1 mg en bolie. C, une couverture chauffante. D, la pose de 2 voies veineuses et remplissage massif. Ou E, une intubation orotrachéale immédiate. Je vous laisse faire pause et puis je vais vous donner les explications et réponses. Alors pour le masque à haute concentration et la couverture chauffante, effectivement il va falloir améliorer cette détresse circulatoire et respiratoire. Donc clairement elle est cyanosée, il y a cette respiration qui est calme, sans bruit certes, mais quand même à 10 par minute, ce qui n'est pas suffisant, vous vous en doutez. Et donc on va apporter de l'oxygène
pour faciliter le travail des mitochondries et permettre par ailleurs aux poumons d'avoir une meilleure oxygénation et de permettre à ces petits globules rouges d'avoir plus d'oxygène. L'adrénaline, non, surtout pas, on verra pourquoi par la suite. La couverture chauffante, bah oui, elle est à 29,5 degrés. Il va falloir mettre tout d'abord une couverture de survie sous la patiente qu'il faut déshabiller pour retirer les vêtements froids, éventuellement humides. Poser donc cette couverture de survie qui paraît très sommaire mais qui sauve des vies sous la patiente, puis une couverture chauffante sur la patiente de telle sorte qu'on garde la température et qu'il ne va pas y avoir de déperdition de chaleur à travers le sol ou à travers le brancard par exemple. 2 voies veineuses, alors une déjà oui évidemment, 2 si on a le temps c'est mieux, et surtout pas de remplissage massif, c'est à peu près la même chose que pour l'adrénaline, on va voir pourquoi, et l'intubation retrachéale immédiate, sous-entendu à un moment donné pour soigner la patiente, il va falloir retirer cette sonde, et puis on va s'acharner pour les traitements. Alors 90 ans déjà, bon, ça pourrait se discuter dans certains cas, dans l'immédiateté pas tout à fait, et en plus là concrètement on a d'autres choses à gérer avant d'aller jusqu'à l'intubation orotrachéale. S'il y avait une détresse un peu plus marquée, on pourrait se poser la question chez un sujet jeune, quoique là dans l'immédiateté, je dirais plutôt non. Concernant l'hypothermie de manière générale, alors si vous avez des questions pour d'autres choses, vous pouvez les noter, les garder, et normalement vous devriez avoir vos réponses dans la suite du topo. Bref, on continue. Alors concernant l'hypothermie de manière générale, elle n'est jamais grave. B, le seuil à partir duquel les complications graves apparaissent est 33 degrés. C, le coma hypotherme est hypertonique initialement, puis hypotonique et aréactif. D, une midriase bilatérale est pronostique. Et E, il y a un risque d'œdème pulmonaire. Je vous laisse faire pause pour ces questions qui sont très intéressantes et dont il va falloir connaître les réponses. Alors, l'hypothermie, vous vous en doutez, elle peut être très grave et pourvoyeuse de mortalité en hiver chaque année. Le seuil à partir duquel les complications apparaissent n'est pas 33 degrés, mais 30 degrés. C'est tout rond, c'est ce qu'on aime, 30 degrés. Le coma hypotherme est initialement effectivement hypertonique. Puis après, il devient hypotonique et aréactif. C'est un peu un différentiel très difficile à faire des intoxications massives aux benzodiazépines et ou au barbiturique. Et là, ça peut poser quelques problèmes puisque on verra que ces 2 médicaments, par exemple, peuvent aussi donner ce genre de coma et une hypothermie en plus. Une midriase bilatérale n'est pas pronostique chez ces patients hypothermes et c'est effectivement le contraire dans le cas d'un arrêt cardiaque qui est un signe de mauvais pronostic. Il y a un risque d'œdème pulmonaire effectivement par lésion capillaro-alvéolaire, un risque d'exsudat par la suite lors du réchauffement et il va falloir avoir ça en tête lorsqu'on va réchauffer la patiente. Vous faites un électrocardiogramme, puisqu'on adore les électrocardiogrammes, vous adorez ça, et là c'est pas celui que vous avez l'habitude de voir, puisqu'on a fait un D2 long, et vous voyez sur le côté la durée de cet enregistrement, donc c'est 10 secondes par 10 secondes. Je vous laisse faire pause tranquillement pour décrire un petit peu la situation, et rapidement vous voyez que sur la deuxième ligne, clairement, il y a 2 complexes. Il y a 2 complexes, et si ça dure 10 secondes, ça veut dire que dans 1 minute, il n'y en a que 6. Et 6 fois 2, ça fait pas beaucoup pour une fréquence cardiaque. Ça fait pas beaucoup. Ensuite, je vais prendre la souris pour vous montrer. Alors, ce qui est intéressant, cette ligne globalement isoélectrique. Par moment, on pourrait suspecter des petites ondes P comme ça, par là. Alors, peut-être est-ce qu'il y en a une là. Ici, peut-être. On n'est pas bien sûr si effectivement il y a un petit fond sinusal. C'est pas certain. Ça pourrait. On pourra avoir un échappement complet avec un BAV3 par exemple. Ce qui est le cas, je pense.
ou bien un échappement un peu plus bas situé, éventuellement jonctionnel, qui pourrait correspondre, hein, parce que s'il y avait un échappement ventriculaire, les QRS seraient larges, alors que là, les QRS sont fins, donc on est au moins à l'étage sus-ventriculaire. Donc les QRS sont fins, il n'y a pas tellement d'ondes P comme ça ressemble beaucoup à un BAV3, mais avec un échappement extrêmement lent, là qui est dû à l'hypothermie, qui est extrêmement lent. Et puis on va voir par la suite quelque chose, mais je ne vais pas vous le détailler, puisque sinon vous allez avoir la réponse aux questions suivantes. Un petit point juste sur la repolarisation. Donc ici globalement et sur les autres complexes pour lesquels on voit bien le ST et l'onde T, c'est isoélectrique, il n'y a pas de sus-décalage. L'onde T relativement asymétrique, on voit ici que si on trace un trait, tac, du côté gauche, la pente est assez lente, puis abrupte par la suite, avec un QT globalement long, hein. Là, il nous le donne pas, il faudrait le calculer, mais visuellement ça paraît long. Alors c'est pas déconnant, hein, c'est lié à l'hypothermie tout ça. Bon, en tout cas vous avez cette ECG, hein, avec un peu plus de compréhension de la situation, et une tension à 9,6, bon voilà, et une saturation à 98 sous 15 litres. Ça paraît plutôt satisfaisant. Néanmoins, il vous manque un paramètre majeur. Et la question c'est, qu'est-ce que ce paramètre? Je vous laisse faire pause et puis vous allez voir que c'est important. C'est important puisqu'il vous faut toujours une glycémie. C'est majeur. Tout trouble neuro égale dextro. Et pour cette patiente, il n'y avait pas d'hypoglycémie ni d'hyperglycémie, mais sous-entendu c'est plutôt l'hypoglycémie qui nous intéressait. On va le revoir un petit peu après. Bref, concernant les conséquences cardiovasculaires de l'hypothermie, il y a une phase initiale d'excitation sympathique à risque chez le coronarien, première proposition. Deuxième proposition, au cours du réchauffement peut survenir le warm effect à risque d'arrêt cardiaque. C, le CG peut montrer une onde J d'Osborne. D, il faut insérer une sonde de température œsophagienne à partir de 30 degrés et au-dessous de 30 degrés, sous-entendu. Dernière proposition, les amines sont inefficaces sur cœur froid. Je vous laisse faire pause et je vais vous donner les bonnes réponses. Et donc les bonnes réponses, eh bien effectivement, au début de la phase initiale d'hypothermie, aux alentours de 34-35, c'est plutôt une excitation sympathique. C'est-à-dire qu'il va y avoir une tachycardie, une hypertension artérielle, et ça, le cœur du coronarien, eh bien, il n'aime pas trop. Puis, lorsqu'on prend en charge une hypothermie sévère, il peut survenir quelque chose qui ne s'appelle pas le warm effect, mais effectivement qui est à risque d'arrêt cardiaque. On va voir ce que c'est. Le CG peut montrer une onde J d'Osborne. On va revenir sur le CG précédent, je vais vous la montrer. Vous l'avez peut-être vu d'ailleurs. Il faut insérer une sonde de température. Effectivement, on peut, mais au-delà et strictement au-delà de 30 degrés. Puisqu'en fait, en dessous, il y a un fort risque de déclencher un trouble du rythme ventriculaire à risque de décès, en fait. Donc, type TV, fibrillation. Et les amines sont effectivement totalement inefficaces sur cœur froid, enfin totalement, entre guillemets, quasiment totalement. C'est la raison pour laquelle nous ne mettons pas d'amines pour prendre en charge un arrêt cardiaque hypotherme, par exemple, contexte noyade ou avalanche, par exemple. On ne met pas d'amine sur un cœur froid, quelle qu'elle soit. Alors pour la petite onde J d'Osborne, elle est où? Elle est là. Elle était montrée sur le précédent. Alors il y avait déjà la flèche. C'était un peu triché. Celle-là, elle est toute petite, elle est geeky. Elle est mignonne. Voilà. D'habitude, ça peut monter très haut. On peut avoir des cas extrêmes. On est quasiment plus haut que l'onde R. Et on se dit, ah, il y a un sus-décalage. Non, c'est le point J, tout simplement. C'est lié à la modification de dépolarisation du ventricule entre les couches épicardiques et myocardiques. Ça n'a pas de valeur pronostique. Voilà, c'est présent, c'est là. C'est de l'hypothermie. Donc on va revenir à nos petites questions, nos réponses, et bien sûr au point pour expliquer un petit peu l'hypothermie. Donc l'hypothermie, souvent il y a des stades de gravité, alors, il y a quatre seuils, on va dire, de gravité. Alors, en tout cas, il y a un seuil qui est important à connaître, c'est 30 degrés. 30 degrés, à partir duquel il n'y a plus de frisson. Plus de frisson, plus de moyen de faire de la calorie. Et surtout, un risque de fibrillation ventriculaire. C'est surtout ça.
Et aussi, c'est à partir de ce seuil qu'on ne met plus rien dans la bouche jusqu'à l'œsophage. Sur le plan neurologique, initialement, il peut y avoir une confusion, une stupeur, un tableau hypertonique initialement, mais après le coma est hypotonique réactif, avec un ralentissement de l'EEG jusqu'à un EEG plat, complètement plat. Le différentiel, c'est l'intoxication au barbiturique. Au benzo, souvent, il persiste quand même un petit quelque chose. Et il y a une récupération possible, complète, sans séquelles, même après un arrêt cardiaque récupéré, prolongé de plusieurs dizaines de minutes, voire alors plusieurs heures, je vous dirais des bêtises, mais dans les cas extrêmes dans la littérature, il y a déjà eu des hypothermies à 17 degrés, si je ne dis pas de bêtises, même chez des patients très jeunes, dans les cas en pédiatrie. La midriase bilatérale n'a pas de valeur pronostique. Sur le plan respiratoire, on en a parlé, il y a une polypnée initiale. Tout s'excite un peu au début, puis après tout ralentit, globalement, pour faire simple. Il y a une bradycardie après, donc c'est un peu la détresse respiratoire dont je vous avais parlé, avec les mitochondries, il ne faut pas les oublier celles-là. Le risque d'OAP lésionnel par la suite lors du réchauffement, et sur le plan cardiovasculaire, cette excitation sympathique initiale. Attention à nos coronariens, la bradycardie et l'hypovolémie de la même manière. Pourquoi, comment? En fait, il y a une fuite liquidienne capillaire et une polyurie, et tout ça, ça va baisser aussi l'efficacité du myocarde. Et donc là, à 30 degrés, toujours le même seuil. Trouble du rythme, attention, c'est la fibrillation, la TV. Et l'arrêt cardiaque est systématique à 24 degrés. Systématique. Il n'y a pas le cœur qui fonctionne en dessous de 24, ça n'existe pas. Et donc, pour l'arrêt cardiaque hypotherme, en dessous de 30 degrés, on essaye 3 chocs électriques externes, mais ça ne sert à rien d'en faire plus. Strictement à rien. Donc, on masse, on pose une ECMO. Alors, vous pourrez lire les recommandations dans la description. Il y a des algorithmes qui existent. Il faut prélever la calémie, par exemple, et savoir s'il y a un ensevelissement, un polytraumatisme, éventuellement de la neige dans la bouche, ce genre de choses. Mais 3 chocs électriques, retenez ça, c'est le seuil. Alors, entre guillemets, c'est facile. 30, c'est 3. C'est pour 30 degrés, 3 chocs maximum. Et l'afterdrop, c'est pas le warm effect ou je ne sais quoi, c'est ce qu'on appelle l'afterdrop effect. C'est un collapsus de réchauffement, en fait, c'est les masses de liquide froide, de liquides qui sont froids, pas froides, en périphérie qui vont circuler à nouveau et qui vont créer en fait ce risque d'arrêt cardiaque, puisque le cœur, il va d'un coup, il est chaud et après, il est à nouveau froid. Revenons à notre patient. Donc, je vous ai dit, la glycémie est normale, 0,8. Et effectivement, elle est complètement sèche comme un pruneau. Elle a un pli cutané. Et la famille vous dit qu'il y a une notion de diarrhée de vomissement ces derniers jours avec un bilan biologique qui montrait récemment une calémie à 5,5. Qu'est-ce que vous proposez comme prise en charge? Vous réalisez une échographie abdominale, vous administrez du gluconate de calcium nivellant, vous réalisez une gazométrie artérielle ou veineuse, vous débutez la rocéphine nivellante, vous débutez du G30 pour corriger les troubles neurologiques. Si je vous propose quelque chose, c'est que c'est possible de le réaliser. Ça veut dire qu'on a le matériel. Pour ceux qui se poseraient cette question, je vous laisse faire pause. Et donc pour les réponses, l'échographie abdominale ne nous apporterait pas d'informations pour l'instant. Vous administrez du gluconate de calcium? Non, parce que on n'a pas l'académie, peut-être qu'elle est normale. Vous réalisez une gazométrie artérielle ou veineuse? Justement, ça, ce serait intéressant de savoir. Si on sait que la patiente était un peu hypercalémique et qu'effectivement elle a une hypercalémie, on pourra traiter et l'aider, d'autant plus qu'elle a un trouble du rythme, un trouble de conduction. Vous débutez de la rocéphine? Non. C'est pas l'urgence, peut-être qu'il sera nécessaire, mais là, non. Vous débutez du G30 pour corriger les troubles neurologiques? Non. Alors, éventuellement, on pourrait dire pour les Axos, on est normalement entre 1,4 et 1,8 grammes par litre, ce serait bien, mais là, on ne va pas corriger ces troubles neurologiques avec du G30. Elle est hypotherme, donc elle est dans un état stuporeux, de confusion, une altération de la vigilance. C'est de la gériatrie en plus, donc clairement c'est pas le G30 qui va la mettre Glasgow 15 prête à faire un Scrabble et un marathon. Donc vous réalisez cette gazométrie en veineux, puisque au final il n'y aura pas tant de différence sur ce qui nous intéresse, à savoir alors un peu le pH peut-être, le potassium globalement c'est vraiment ce qui nous intéressait, donc il n'y a pas tellement de différence.
Et donc voici les résultats, un pH à 7,17, une PCO2 à 53, une PO2 à 18, bicarbonate à 22,2, un excès, base excess à quasiment moins 8, une SVO2 à 37, une natrémie à 130, une kaliémie à 7,2 et un lactate à 3,7 mmol par litre. Interpréter la gazométrie. Proposition A, une acidose respiratoire pure, B, une acidose métabolique pure, C, une acidose mixte non compensée, D, une hypercapnie ou bien E, une acidose est attendue en cas d'hypothermie. Alors, je vous laisse faire pause et puis on va voir les réponses. Alors, pas forcément évidente cette gazométrie, je n'en doute pas, c'est effectivement une acidose. Alors ça oui, le pH est à 7,17, d'autant plus si vous aviez un doute. Le base excess est à moins 8, donc c'est une méthode en fait de quantification de l'acidose ou de l'alcalose d'ailleurs, métabolique, qui permet de savoir quelle est la quantité totale d'acide ou de base qu'il faudrait rajouter in vitro, hein, donc c'est de l'expérimental à ce moment-là, pour restaurer le pH à 7,40 dans des conditions très très particulières. Donc quand c'est négatif, c'est une acidose. Et la PCO2 est augmentée à plus de 40. Alors ça, c'est lié à l'hypoventilation. Donc il y a une part d'acidose effectivement qui est respiratoire, mais pas que. Avec un 53 de PCO2 comme ça, normalement on aurait des bicarbonates un peu plus augmentés, de pas grand chose mais un peu plus augmentés. En plus on a une part d'acidose, d'acide lactique à 3,7. Un 53 de PCO2 ne peut pas donner un 7,17 de pH, c'est pas assez, donc effectivement c'est plutôt mixte. Et c'est non compensé, parce que sinon il y aurait un pH normal. Donc il y a une hypercapnie, puisque la PCO2 est supérieure à 40, et c'est pas une acidose qui est attendue en cas d'hypothermie, puisqu'en fait l'hypothermie donne une alcalose métabolique. Donc là évidemment vous vous rendez compte sur la gazométrie, l'intérêt de l'interrogatoire, puisqu'ils vous ont dit qu'il y avait une hypercalémie, et donc là oui, il y a une bonne hypercalémie à 7,2. Et prochaine question, quel traitement instaurez-vous? Furosémide, 40 mg IVD, bicarbonate, 8,4%, 250 ml IV lente, salbutamol, 5 mg IV, salbutamol, 5 mg en aérosol, ou bien gluconate de calcium, 1 mg IV lente. Encore une fois, je vous laisse faire pause, et puis je vais vous donner les explications, le pourquoi, le comment. Alors rappelez-vous, la dame elle est complètement sèche. Elle a la langue, c'est un steak complètement archi-cuit. Elle a un pli cutané qui dure très longtemps. Donc non, mais surtout pas de furosémide chez cette patiente. Elle est en plus hypotendue, donc surtout pas. Ça peut se discuter le furosémide chez les patients clairement en surcharge. Ça peut aider aussi parce que c'est un peu kaliurétique, donc ça élimine le potassium. En cas d'hypercalémie, c'est encore un petit plus, mais c'est pas le traitement vraiment de l'hypercalémie. On va essayer de faire rentrer un peu le potassium dans les cellules et de protéger le cœur, puisque c'est là-dessus que l'on peut jouer. Donc pour protéger le cœur, c'est la priorité. On met le gluconate de calcium, qui est un peu moins vénotoxique que le chlorure de calcium, mais tous deux sont vénotoxiques. Et alors on fait 1 mg en nivellante, et après on va essayer de faire rentrer le potassium dans les cellules, donc du salbutamol en aérosol, 5 mg, 10 mg même, selon les études expérimentales, ça marche très bien, et pas IV, surtout pas IV, et un peu de bicarbonate. Alors pourquoi le bicarbonate on peut, est-ce qu'on mettra tout? Je ne suis pas certain, d'autant plus que nous n'avions pas tout mis. On n'avait mis que la moitié. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut le mettre s'il y a une hypercalémie dans un contexte d'acidose métabolique avec une insuffisance rénale. Là, vraisemblablement, vu le contexte, la réflexion avait été, oui, elle est probablement d'insuffisance rénale aiguë, fonctionnelle probable vu la déshydratation. Elle est en acidose métabolique partiellement aussi. Et ça pourra d'une part lui apporter du volume plasmatique. En plus, c'est un effet osmotique, donc c'est assez intéressant. On va essayer de remettre un peu de volume. Et
Et voilà, c'est en plus, ça permet de faire rentrer un peu le potassium en intracellulaire. Donc ça peut être pas mal de lui donner le bicarbonate à 8,4% ou 4,2%, c'est pas mal. Après, le 1,4%, je ne suis pas sûr que ce soit un très grand intérêt de lui faire une diurèse alcaline. Et avant-dernière question, vous arrivez aux urgences, vous stabilisez globalement la patiente durant ce long transport, elle a une fréquence cardiaque à 30, vous me direz c'est toujours pas dans les normes, mais c'est déjà mieux que 12. Elle a une fréquence respiratoire à 10, une tension à 82 sur 58, un Glasgow à 9, ça n'a pas trop changé. Les extrémités sont un peu moins bleues, c'est mieux, et toujours hypotherme à 30 degrés, comme la fréquence cardiaque d'ailleurs. Vous arrivez aux urgences et donc vous poursuivez la prise en charge. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous réalisez une échographie cardiaque tout de suite? Est-ce que vous réexaminez la patiente entièrement? Est-ce que vous réalisez une nouvelle gazométrie? Est-ce que vous pouvez suivre la température à l'aide d'une sonde œsophagienne? Est-ce que vous pouvez faire une nouvelle dose de gluconate de calcium? Alors je vous laisse faire pause et je vais vous donner les réponses. Eh ben, l'échographie cardiaque, il faudra peut-être la faire, mais pas tout de suite. C'est déjà, on est quand même un peu clinique. On reste des médecins, on n'est pas des sondes. Donc on est clinique. Après, on pourra avoir l'intérêt de l'échographie cardiaque. On réexamine bien sûr la patiente entièrement, on recontrôle à l'aide d'une nouvelle gazométrie le traitement qu'on a mis en place. Et de la même manière, 30 degrés, donc on met rien dans l'œsophage, sinon elle risque encore les troubles du rythme ventriculaire. Et on pourrait, si nécessaire, administrer une nouvelle dose de gluconate de calcium. On peut faire 2 doses si nécessaire. Et voici la dernière question. Quels toxiques peuvent altérer la thermogénèse? Proposition A, l'alcool, B, le tabac, C, les inhibiteurs calciques, D, la digoxine, E, les sels de lithium. Je vous laisse faire pause et puis je vais vous donner les bonnes réponses. Et les bonnes réponses étaient, c'est l'alcool et les inhibiteurs calciques. Il va y avoir un petit peu une vasodilatation. L'alcool, c'est le premier pourvoyeur d'hypothermie concernant les toxiques. Le tabac ne fait pas grand-chose. La digoxine et les sels de calcium, n'altèrent pas la thermogénèse. En revanche, l'hypothermie va altérer ces médicaments qui sont à marge thérapeutique étroite. Et donc, il faut garder en tête que les conséquences de l'hypothermie, elles peuvent être aussi liées au traitement. Et voilà, on a terminé. J'espère que ça vous a plu. Si c'était le cas, bien sûr, ne manquez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochains épisodes. De mettre un pouce bleu, ça permet d'encourager le travail qui est fait par derrière. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients, bien sûr.